Ok, rebonjour à tous. Donc, on est presque sur la fin, je pense, des modèles GLM. Donc, j'ai prévu une petite série de slides sur les méthodes pas à pas, donc les méthodes en stepwise pour faire des choix de variables. Donc, il y a pas mal de polémiques sur ce sujet-là, mais voilà, ça fait partie des outils à connaître et qui peuvent faire partie de la trousse à outils. Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas forcément la meilleure méthode pour construire des modèles pertinents, mais voilà, sachez juste que ça existe et peut-être que ça peut donner des idées par moment. Donc, je vais juste revenir un peu en arrière sur les modèles linéaires. A priori, j'ai le droit de le faire. Encore une fois, les modèles linéaires font partie des GLM. C'est juste le cas de la famille gaussienne. Donc voilà, c'est un cas particulier. Mais bon, moi, ça me permettra d'illustrer un petit peu ce qu'on faisait historiquement quand on faisait des modèles linéaires, quand on faisait du stepwise, et juste de dire, bah, en fait, on fait la même chose avec des GLM. Il n'y a rien de bien nouveau. Okay. Donc, comment on faisait quand on faisait des modèles linéaires? Donc, je vous ai pris une petite base. Je ne sais même plus dans quel package c'est d'ailleurs. On a une base de données en Suisse où on a 47 observations, 6 variables. Okay. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir plus que 2 variables, parce qu'il va falloir faire un peu de sélection. La variable qui m'intéresse, c'est un niveau de fertilité. Okay. Donc, on a le nombre d'enfants par femme. Je ne sais plus par combien de femmes on travaille, mais voilà, on a ce niveau de fertilité. Puis, j'ai des variables explicatives. Donc, je crois qu'on est sur des comtés en Suisse, et puis on a ce genre d'observation. Donc, je suppose que j'ai un modèle linéaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que la fertilité, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire avec, avec une erreur epsilon. Okay. Donc, modèle classique gaussien, comment est-ce que je vais faire pour faire la sélection de variables? euh, Alors, première étape, et c'est celle que j'avais l'habitude de préconiser, c'est de dire, bah, je vais faire un, une régression. Okay. Je vais récupérer mes sorties, puis je vais éventuellement supprimer les variables qui ne sont pas significatives en commençant par la moins significative. Okay. Donc, c'est une approche qui est pas forcément stupide. Okay. Je ne dis pas que c'est non plus optimal, mais en tout cas, au lieu de tester tous les modèles possibles et de faire une recherche exhaustive du meilleur suivant un critère, ça peut être une méthode assez simple pour simplifier un modèle. Donc, par exemple, ici, on voit que la variable examination n'est pas significative. Okay. Alors, on va le faire simplement, c'est la moins significative de tout, donc je vais la supprimer. Okay. Et j'itère comme ça jusqu'à ce que toutes mes variables soient significatives et ça me donne un modèle. Okay. Donc, je ne dis pas que c'est, encore une fois, que c'est la meilleure méthode, mais ça peut marcher. Euh, donc, cette méthode-là, en fait, elle peut être équivalente à faire euh, des méthodes de type Fisher. Okay. Donc, ça peut se voir comme un cas particulier de Fisher et de comparer en fait différents types de modèles. Donc il y a une fonction de R qui permet de faire ça, qui est la fonction drop one, qui permet d'enlever une variable à chaque fois à partir d'un modèle. Donc c'est un peu ce que je suis en train de dire avec mes mots, hein, c'est de dire je pars de mon modèle, puis je me demande ce que ça passerait si jamais j'enlevais cette variable-là ou cette variable-là ou cette variable-là. Okay, donc il s'avère que quand j'enlève une seule variable à partir d'un modèle linéaire, ben, en fait c'est équivalent à regarder donc les p-values qu'on va récupérer ici, qui sont obtenus sur un test de Fisher. Encore une fois, ce que je regarde, c'est la différence des carrés des erreurs dans le modèle global et dans le modèle dans lequel j'ai enlevé la variable examination. Ben, ça me permet de récupérer une p-value associée à un test de Fisher. Mais c'est exactement la même valeur que celle que j'ai dans mon test de student. Okay, donc ça, on l'avait déjà évoqué dans la régression par moindre carré. Okay, faire des tests de Fisher quand j'enlève une seule variable, c'est équivalent à faire un test de student. Donc on a exactement les mêmes p-values. Okay. Là, c'est juste que voilà, ça me permet de dire, si jamais je dois en enlever une, la première que j'ai enlevée, c'est celle-là, parce que c'est la moins significative. D'accord. Donc cette méthode drop point me permet de construire mon modèle. Donc je ferai cette méthode-là, puis ensuite je récupère mon modèle sans cette variable examination. Je refais un drop one qui me permet ensuite de voir un peu ce qui est significatif ou ce qui n'est pas. Enfin, ce qu'il est ou ce qui n'est pas. L'approche duale, c'est le contraire de drop one qui consiste à faire du add one. Donc là, au contraire, on va faire le modèle dans l'autre sens, c'est de se dire, je vais partir sur un modèle où j'ai aucune variable, donc je régresse sur ma constante, et au fur et à mesure, je vais rajouter les variables une à une. Okay, donc je pars de ce modèle dans lequel je régresse juste sur la constante, et après, je vais m'autoriser à rajouter les variables une à une en faisant un test de Fisher. Okay. Donc c'est du single term addition, l'autre c'était du single term reduction, je ne sais plus s'il le précise, voilà, dilation. Okay. Et c'est vraiment ce qu'on fait ici. Donc là, c'est le contraire. Okay. Dans le premier cas, je partais d'un modèle compliqué que j'essaie de simplifier. Là, j'ai l'approche complètement inverse, qui consiste à dire je vais rajouter tant que les variables sont significatives, en fait.
D'accord? Donc, c'est une approche qui est tout aussi pertinente, je pense, que l'autre. Ok. Donc, j'ai mon modèle dans lequel j'avais strictement rien. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passe quand je commence à rajouter? Ce qu'on voit, c'est qu'une variable qui est relativement pertinente à rajouter, donc je prends la plus intéressante, ok, c'est la variable education. Donc, si jamais je devais prendre une seule variable, ce serait celle-là. Ok. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut faire. Donc, en faisant des add one, add one, add one successifs, tant que j'arrive pas à enfin, tant que j'améliore, je continue à y aller. Ok. Ou alors, je fais le contraire, je pars d'un modèle compliqué, puis je drop jusqu'à ce que toutes mes variables restent significatives, et dans ces cas-là, ça ne m'apporte rien. Okay, donc, on va toujours avoir ces approches pas à pas, soit en avançant, soit en reculant, okay, qui sont deux approches, donc en rajoutant des variables ou en enlevant des variables dans nos modèles. Et ça, en fait, ça existe aussi avec d'autres critères que ces tests de Student, c'est des critères de type AIC ou BIC. D'accord. Donc, pour le moment, ce qu'on faisait, c'était juste des tests de significatif, des tests sur les gains, sur la variance. Mais en fait, on peut utiliser d'autres critères. Donc, ces deux critères, on en a déjà parlé, hein. C'est basé sur l'idée que c'est une pénalisation de ma vraisemblance, en fait. Donc, j'ai ma log vraisemblance qui est un critère de goodness of fit, de choix de modèle. Okay. Et ça, l'avantage, c'est que je peux l'utiliser quand on fera des GLM. D'accord. Donc, c'est plutôt cette méthode-là qu'on va préconiser par la suite, mais je peux parfaitement l'utiliser dans le cas des modèles linéaires. Okay. Donc, je pars de ma log vraisemblance, donc que je veux la plus grande possible, et c'est juste que si mon modèle est trop compliqué, je le pénalise. Alors, techniquement, on fait un peu le contraire. On va dire, je vais plutôt essayer de trouver un critère que je veux le plus petit possible. Donc, au lieu de maximiser ma vraisemblance, je vais minimiser moins la log vraisemblance. Donc, cette grandeur-là, je la veux petite. Ok. Et ici, j'ai la complexité de mon modèle. Donc, la complexité de mon modèle, ici, c'est 2 fois le nombre de paramètres. Okay. Donc, rajouter un paramètre, ça a un coût de 2. Okay. Contrairement au critère de Schwartz, qui consiste à prendre k fois log de n. Alors, cette méthode-là, elle est intéressante, c'est juste qu'en grande dimension, c'est même pas la peine. C'est que quand on a 1 million d'observations, rajouter une variable, ça a un coût complètement délirant, et dans ces cas-là, ça ne sert strictement à rien. Donc, généralement, avec ces méthodes-là, on retient le modèle où il n'y a rien. Parce que juste rajouter une variable, ça coûte très très cher. Okay, donc, voilà. Encore une fois, je suis là pour donner des outils pour la boîte à outils de modélisateur, mais libre à vous d'utiliser ce que vous voulez pour construire un modèle. Okay. On a ces deux critères. Donc, et en fait, c'est quelque chose d'assez général, hein. L'idée générale de ces critères, c'est de dire je vais prendre moins 2 fois la log vraisemblance au maximum de ma vraisemblance. Okay, et puis, je vais prendre k fois quelque chose. D'accord. Donc, c'est ce qui est utilisé d'ailleurs dans cette fonction AIC. Okay, donc, dans la fonction AIC, on vous demande. Alors, malheureusement, ils appellent ça K, mais voilà, par combien est-ce que, quel est le facteur multiplicatif devant votre nombre de variables explicatives. Okay. Donc, j'ai repris ma base de Suisse. Okay. J'ai construit un petit modèle, puis je calcule le AIC et le BIC. D'accord. Donc, je vous montre que ça correspond effectivement à ces critères. Voilà. Donc, je le fais à la main, puis je le fais avec la fonction de R. Et donc, je vous montre que ça coïncide avec des calculs bruts. Okay. Soit basés sur la log vraisemblance, soit en décrivant complètement la log vraisemblance. Mais anyway, le point est que on peut calculer un AIC ou un BIC à partir d'un modèle linéaire. Et l'avantage, c'est que je peux faire du stepwise. Alors, je vais juste vérifier que je suis bien sur le bon. Voilà. Donc, on peut faire une méthode qui est cette méthode step. Okay, donc la méthode stepwise consiste à dire qu'on va faire exactement comme on faisait auparavant, donc soit en faisant du drop, donc en enlevant des variables, soit au contraire en ajoutant des variables. D'accord. Donc, la seule subtilité, c'est le nom. Donc, on fait du stepwise. Ici, je vais être en forward. Donc, le forward veut dire je pars d'un modèle où je n'ai rien. Donc, je régresse juste sur la constante et je vais rajouter une variable. Et une fois que j'en ai rajouté une, je recommence. Donc, contrairement à la fonction add ou drop qui devait se rappeler à chaque fois, donc on devait recréer le modèle, ici, c'est fait automatiquement. On la lance et il va s'arrêter en fait dès lors qu'il n'apprend pas que rajouter quelque chose commence à lui coûter plus cher que ce qu'il apprend. Okay. Donc, le gain sur la log vraisemblance est trop faible eu égard au coût de rajouter une variable explicative. D'accord. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, je vous présente juste la sortie, mais encore une fois, c'est la même chose que dans les modèles linéaires. Il y a pas, pour le moment, tout ça, c'est ce qu'on a vu dans les modèles linéaires. Je le ferai dans un deuxième temps dans les GLM, mais on verra que c'est la même chose. Okay. Donc, ici, je commence par faire ma sortie. Donc, encore une fois, je suis en forward. Donc, je commence sur le modèle avec rien. Okay. Donc, le modèle sans rien, je rajoute quelque chose. Donc, ce qu'on voit, donc il nous les ordonne, okay, et il nous raconte la même histoire que ce qu'on avait eu en fait avec nos tests de Fisher, c'est-à-dire la variable la plus intéressante, c'est education. Okay, c'est celle qui me donne le AIC le plus petit. Okay,
Donc, si je dois en rajouter qu'une, c'est celle-là. Voilà. Donc, il va commencer par nous dire, bah, dans ces cas-là, je rajoute ma variable education. Et l'idée du pas à pas, c'est de dire, une fois que je l'ai choisi, je ne reviens pas en arrière. Okay, on verra la méthode mix juste après. Mais quand je fais du forward, je pars de ce modèle où je pars de rien, j'en rajoute une. Quand j'ai rajouté une, je reste là. J'en rajoute une deuxième. Une fois que j'ai choisi ma deuxième, je garde ce modèle avec 1 et 2. J'en rajoute une troisième. Okay. C'est une méthode pas à pas qui n'aboutit pas forcément sur le même, enfin, sur un optimum global, okay, mais qui permet assez rapidement de faire une sélection de variables. Donc, mon modèle de référence devient celui avec education. Je dois en rajouter une. Okay. Donc, je peux rajouter catholic, taux de mortalité infantile, examination ou agriculture. On voit qu'agriculture, il ne va pas nous intéresser beaucoup. Okay. C'est que typiquement, il me donne un critère d'AIC qui est plus mauvais que celui sans. Donc, je n'ai sûrement pas l'intérêt à l'utiliser. Pourquoi? Probablement parce que ces deux variables sont sûrement corrélées. Donc, à partir du moment où elle me donne, j'ai pris education, je vais enlever celles qui sont relativement corrélées parce qu'elles ne m'apprennent rien. Ce qu'on voit, c'est que si jamais je prends cette variable-là, la variable la plus intéressante, c'est manifestement catholic, donc qui nous donne ce AIC. Donc, si jamais je dois en retenir qu'une, ce serait celle-là. Je vais la retenir. Mon nouveau modèle, c'est avec education catholic. La première variable qui va être intéressante, c'est celle qui me donne le AIC le plus faible, donc c'est la mortalité infantile. Je vais construire ce modèle-là, puis j'itère. L'étape d'après, c'est de retenir agriculture. Puis après, il ne me reste plus que examination. On a déjà vu depuis le début que cette variable ne sert à rien. Et c'est effectivement ce que nous raconte ce modèle. Je vais m'arrêter ici, essentiellement parce que rajouter cette variable-là me coûte plus cher que le gain que j'ai sur la qualité du modèle. Et donc ça ne sert à rien. J'ai construit mon modèle pas à pas. Okay, donc j'ai fait de la sélection de variables. J'ai en plus un critère sur les qualités des différentes variables que je rajoute. Donc on voit que la plus intéressante, c'était education. Mais toutes les autres ensuite m'apprennent quelque chose. Okay, et on arrive sur ce modèle-là. Donc ça, c'est la méthode en forward. Donc en partant de rien, je rajoute au fur et à mesure. L'autre possibilité, c'est de faire le contraire, donc de partir en backward. Okay, donc je pars cette fois-ci au contraire du modèle complet et j'enlève, tant que j'améliore mon modèle, j'enlève. Donc là, c'est exactement la même chose, mais vu à l'envers. Okay, j'enlève mes variables. Ce qu'on voit, c'est qu'enlever toutes les variables qu'on avait retenues au final dans notre modèle, finalement, ça nous détériore le modèle. Alors qu'examination, encore une fois, si jamais je l'enlève, ça ne me coûte rien. Okay, c'est que le gain que j'ai sur ma log vraisemblance, il est faible eu égard au coût à rajouter une variable. Okay, donc rajouter une variable, ça me coûte 2. Et donc j'ai intérêt à l'enlever ici puisque ça ne me rapporte rien. Et en fait, on voit qu'assez vite, on s'arrête, puisque dès que j'enlève une autre variable, par contre, ça me coûte quelque chose et ça me coûte quelque chose de cher. Donc en fait, on arrive exactement au même modèle. Donc en partant du modèle simple et en le complexifiant, ou alors en partant du modèle compliqué en le simplifiant, on arrive au même modèle. Donc c'est sûrement que ce modèle est relativement bon. Mais le point est que je peux utiliser toutes ces méthodes-là, en fait, dans un autre contexte que les modèles linéaires. Je peux l'utiliser dans le cadre des modèles GLM. Donc je l'ai fait sur une base de données sur les poids des naissances. Okay. Donc dans le package mass, on a cette base de données avec les taux de naissance. Alors la seule chose, c'est que la base n'est pas très propre. Okay. J'ai 189 observations de 10 variables, mais en fait, la plupart des variables sont des variables factorielles. Donc, par exemple, smoke, c'est soit 0, soit 1. Donc soit on est fumeur, soit on n'est pas fumeur. Pour faire les choses proprement, on a intérêt à transformer en facteur ce qui est vraiment un facteur. Okay. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc j'ai un petit bricolage pour transformer toute ma base en variable factorielle dès lors qu'on est factoriel. Donc j'arrive à cette base birth weight, donc de poids de naissance. Okay, donc la variable qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est en sous-poids. Okay, donc est-ce que les enfants ont un poids trop faible à la naissance? Et on essaie de comprendre pourquoi certains bébés ont un poids à la naissance très faible. Donc on a l'âge de la mère. On a une information raciale, on a une information sur le fait que la personne fume ou pas. Et puis on a toutes sortes de variables, enfin peu importe. L'idée, c'est encore une fois de présenter les méthodologies et pas de discuter les sorties. Donc comment je fais? C'est facile, on va définir nos deux modèles qui sont les modèles extrêmes. Donc le modèle complet, qui est le modèle avec toutes mes variables, le modèle avec rien du tout. Okay, puis je vais partir d'un modèle pour aller vers l'autre, ou alors partir de l'autre modèle pour arriver vers l'un. Okay, donc la première possibilité, c'est de partir du modèle complet de raisonneur backward, et j'élimine les variables au fur et à mesure. Okay, donc on a toujours le none qui va se positionner. Donc none veut dire je reste là où je suis. Okay, donc je reste sur ce modèle-là.
D'accord? Donc ici, il nous encourage à enlever cette variable FTV, qui est je ne sais pas quoi, mais peu importe. Donc on va l'enlever. Donc une fois qu'on l'a enlevé, il nous encourage à enlever l'âge. Et une fois que j'enlève l'âge, on s'aperçoit que le none est le meilleur. Donc ça veut dire que j'avais intérêt à enlever deux variables. Et le modèle qu'on récupère, c'est celui-là. D'accord? Donc on a ce modèle avec ces 6 variables explicatives. Donc ça, c'est ce que j'ai en partant d'un modèle compliqué en simplifiant. Mais je peux partir dans l'autre sens. Je pars du modèle où j'ai rien et je vais en forward. Donc je vais rajouter mes variables au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, on a des plus. On voit que la première variable à rajouter, c'est celle-là. Donc je la rajoute. Ensuite, je rajoute âge, je rajoute acheter. Donc on itère comme ça un certain nombre de fois. Je vous laisse jouer avec les slides. Et là, on arrive à un moment où donc on avait ce modèle. Alors cette fois-ci, on avait 5 variables explicatives. Okay. Et ce qu'il nous dit, c'est que je n'ai pas intérêt à en rajouter parce que ce que je rajoute me coûte plus. Alors, le plus, il est marginal. Encore une fois, quand on compare les AIC, on est très, 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 très proche. Okay. Mais voilà, le coût de rajouter une variable semble un peu trop élevé, en tout cas, et donc je n'ai pas intérêt à les rajouter. Donc finalement, on arrive avec deux modèles, cette fois-ci, qui sont un peu différents. Donc en partant d'un modèle simple et en complexifiant, ou alors en partant d'un modèle complexe et en le simplifiant, on a deux modèles qui sont probablement tout aussi intéressants les uns que les autres. Il y en a un avec 6 variables, l'autre avec 5, et c'est juste qu'il faut tester les deux pour choisir. Il y a une méthode qui est une méthode où on itère dans les deux directions, donc on va commencer à s'en aller, puis à avancer, puis on itère un peu, donc on a les deux directions. Okay. Donc là encore, on arrive à un modèle qui va être peut-être un petit peu différent, okay. Qui redevient qui est encore un modèle avec 5 variables explicatives. Okay. Donc on voit qu'on s'amuse à enlever, à rajouter au fur et à mesure les différentes variables. Donc on a cette méthode qui marche bien. L'avantage, c'est que quand on n'est pas en trop grande dimension, donc là on n'a que 10 variables explicatives, donc on peut le faire. On peut faire une recherche complètement exhaustive. Okay, donc encore une fois, quand vous avez K variables explicatives, on peut construire 2 puissance K modèles avec ces variables-là. Et là, donc il teste toutes les possibilités de modèles possibles. Okay. Et donc, on voit quels sont les modèles qui sont retenus en fonction du nombre de variables explicatives. Donc, si jamais je veux un modèle avec une seule variable, on nous dit que c'est celle-là. Avec deux variables, ça va être celle-là. Avec trois variables, on va avoir ces trois-là. Et donc, en fonction du nombre de variables explicatives qu'on veut retenir, on a cette méthode-là. Je ne présente pas le lasso. Le lasso permet de faire la même chose de manière un peu plus élégante, mais c'est une méthode qu'on peut utiliser parce qu'en fait, il va se contenter de faire tous les modèles possibles et de faire la sélection de variables derrière. Okay. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà vu pas mal de choses quand même. Mais voilà, le AIC et le BIC peuvent s'utiliser comme critère de choix de modèle. Je vous encourage à jouer un petit peu avec si vous vous ennuyez pour construire des modèles. En tout cas, pour les projets, ça peut toujours être utile de faire du stepwise pour essayer de construire des modèles si vraiment vous n'avez pas d'idée. Ok, ben je m'arrête là pour cette partie.